thérapeute de Reddit, quel a été votre plus grand moment de « je sais que je ne suis pas censé vous juger, mais là, c'est vraiment incroyable ». Je conseillais une jeune fille de 13 ans pour son anxiété, et elle m'a confié qu'elle avait subi des abus sexuels de la part de son beau-père. J'ai appelé sa mère et lui ai dit qu'il était nécessaire que je contacte les services de protection de l'enfance. Il s'est avéré que ceux-ci étaient déjà au courant et que les abus avaient été signalés pour la première fois lorsque la patiente avait environ 7 ans. La mère était au courant des abus et est restée avec son mari malgré tout. La situation était à la fois compliquée et simple. Comment a-t-elle pu ne pas faire plus pour protéger sa fille? Désolé, madame, je vous juge. Mon professeur m'a un jour raconté les propos d'un patient qui l'ont poussé à quitter son travail. Je n'ai pas violé ma fille, elle a aimé ça. La fille avait 6 ans. Elle ne pouvait plus supporter cela. Elle travaillait dans un centre de réhabilitation pour des personnes condamnées pour des crimes graves et qui étaient obligées de recevoir une aide psychologique. Un travail vraiment difficile, et cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a eu une fois un patient dont la femme avait secoué leur bébé jusqu'à la mort. Il cherchait de l'aide pour renouer avec elle. À l'époque, j'étais moi-même un jeune père d'un nouveau-né, et il a suscité en moi beaucoup de peur pour mon propre enfant, une profonde aversion pour sa femme et de la pitié du genre comme c'est pathétique pour le patient. J'ai essayé pendant 3 séances, j'ai même rencontré son épouse, et tout cela avant de confier le dossier à mon superviseur, qui était au courant de mes réactions initiales et essayait de m'aider à les surmonter. Malheureusement, cela a fini par être plus une question de mes sentiments que des siens, et j'étais encore novice dans la profession à l'époque. On s'attend à ce que ces choses surgissent de temps en temps, mais j'ai tout de même été surpris par mes propres réactions. Vous avez pris la bonne décision. Être surpris par vos propres réactions. Choisir de confier l'affaire à quelqu'un d'autre. Puis, je suppose, travailler sur vos réactions en supervision, ou seul, semble être une expérience d'apprentissage et de croissance vraiment précieuse. C'est une pratique courante. Cependant, les thérapeutes ont des approches variées pour aborder la question. J'en ai connu un qui affirmait qu'incapable de mettre de côté ses sentiments personnels pour aider littéralement tout le monde était une faiblesse. D'autres meilleurs, à mon avis, estiment que les thérapeutes sont aussi des êtres humains et qu'il est important de rester conscient de nos propres expériences et émotions et de nous accorder le droit d'être humains. Sinon, nous risquons de subir un traumatisme inutile et de nous épuiser, ce qui finalement n'aide personne. Je travaille en thérapie comportementale aiguë pour enfants hospitalisés. Cela ne s'est jamais produit avec un enfant, et cela n'arrivera jamais. En revanche, les parents peuvent vraiment être des ordures, avec la manière dont ils maltraitent leurs enfants avant de nous les confier en criant « réparez-les ». Je suis un grand gaillard costaud, et pourtant j'ai pleuré de nombreuses nuits à cause de cela. Je travaille avec des enfants qui ont vécu des abus ou des traumatismes. 90% de mes clients ont subi des abus sexuels. J'ai souvent des moments de choc, non pas par jugement envers mes clients, mais à cause de ce qu'ils ont traversé. J'ai eu des clients dont le père les a obligés à l'aider à démembrer le corps de leur mère après l'avoir assassiné devant eux. J'ai eu des clients de moins de 8 ans qui ont été victimes de trafic sexuel. J'ai eu des clients qui ont été forcés de participer au tournage de films pornographiques de torture. J'ai des moments de choc en permanence. Un jour, j'ai dans le bureau de ma psychiatre pour un contrôle de routine bimensuel de 15 minutes. Elle m'a demandé comment ça allait, plus pour engager la conversation. Je lui ai raconté que durant les 6 dernières semaines, mes 3 aînés, une tante et 2 oncles dont j'étais le tuteur conservateur étaient décédés, l'un après l'autre. Ma femme avait eu une crise cardiaque, ma fille avait tenté de se suicider, et ma mère s'était cassé la hanche et était restée allongée sur le sol pendant 1 semaine avant qu'on ne la trouve. Elle avait bu et mangé dans les gamelles du chien. J'ai reçu cet appel 10 minutes après avoir organisé les funérailles du dernier. Elle a interrompu la séance, a pris le téléphone pour appeler une thérapeute dans le bureau voisin
et lui a demandé de reporter son prochain rendez-vous pour pouvoir me parler. J'étais tellement déboussolé, je ne me rendais même pas compte. Je pense qu'elle m'a sauvé la vie. Je pense que beaucoup de commentaires affirmant qu'ils ne jugent jamais leurs clients pourraient provenir de personnes travaillant dans des services bénévoles ou qui ont eu la chance d'avoir une clientèle sans histoire. Le jugement n'est pas intrinsèquement mauvais. C'est ce qui nous permet de savoir que tuer des gens est mal. Ainsi, lorsqu'un client pédophile condamné m'a dit « Rien ne m'excite plus qu'une petite culotte usée de fillette », vous pouvez être sûr que je l'ai jugé sévèrement. J'ai continué à travailler avec lui et je l'ai traité avec compassion et respect parce qu'il est un être humain qui mérite les deux. J'ai fait mon travail parce que je suis une professionnelle. Mais je ne peux pas dire honnêtement que je ne l'ai pas jugé. J'ai jugé qu'il ne devrait jamais être près d'enfants. J'ai jugé qu'il n'était pas encore prêt à changer. J'ai jugé que son accès à sa propre fille devrait être étroitement surveillé. Ça fait beaucoup de jugements. Comprendre vos propres biais inhérents et comment ils influencent votre travail est une partie très importante de la formation et de la pratique. Voici ma dernière anecdote. Alors que la pandémie s'aggravait ici aux États-Unis et que de nouveaux confinements se profilaient, l'une de mes clientes les plus extraverties et moi avons réfléchi à des moyens de répondre à ses besoins sociaux tout en restant en sécurité. La semaine suivante, elle a annulé sa séance et m'a annoncé qu'elle était positive au Covid après avoir assisté à une orgie. Définitivement pas l'une de nos suggestions. J'ai poussé le soupir le plus profond et le plus accablé après avoir raccroché. Je suis extrêmement extravertie et la lutte en 2020 est bien réelle. Je passe beaucoup de temps sur Discord à discuter avec des gens et c'est incroyable que je n'ai pas attrapé le Covid. Par simple curiosité, assistais-tu à des orgies avant le Covid? Est-ce que dire que tu es extraverti est une façon de dire que tu aimes les orgies? Beaucoup de gens parlent de la pédophilie comme d'un exemple des choses les plus difficiles à ne pas juger malgré notre formation. Heureusement, je n'ai pas encore eu à traiter un pédophile. Du moins, pas un qui ait été identifié. En revanche, j'ai animé un groupe de gestion de la colère pour hommes. Et certains de ces hommes avaient fait des choses terribles aux femmes. Pour la plupart d'entre eux, j'ai réussi à trouver des aspects positifs qui m'ont permis de les apprécier et de les admirer. Mais il y avait 2 gars dans ce groupe pour lesquels je n'ai jamais pu éprouver une considération positive inconditionnelle. L'un d'eux ne parlait presque jamais durant les séances. Il se contentait de répondre par des mots monosyllabiques et se plaignait parfois de l'injustice du système à son égard. J'ai travaillé très dur pour l'ouvrir, pour trouver des points de connexion, mais il s'est jamais ouvert, ni à moi, ni au groupe. Il a quitté le groupe après avoir étranglé sa petite amie et être allé en prison. Heureusement, elle a survécu. L'autre quittait systématiquement le groupe en avance. Arrivait en retard, participait à peine, et de la même manière, ne voulait jamais s'ouvrir honnêtement. Il a quitté le groupe prématurément un jour, après que nous ayons discuté de son obligation de rester jusqu'à la fin, et m'a menacé quand je lui ai dit qu'il ne recevrait pas de crédit pour sa présence, ce que le tribunal exigeait. Curieusement, j'ai fini par emménager dans l'appartement en dessous du sien sans le savoir au préalable, et je l'entendais hurler sur sa petite amie et casser des trucs pendant que j'appelais la police. Je juge ces hommes, ils sont odieux. Peut-être sont-ils rachetables. Mais la rédemption nécessite une exploration de soi, et ils ont tous les 2 refusé de le faire. Il est intéressant de noter à quel point je me sentais différemment à leur égard par rapport à tant d'autres dans le groupe. Des hommes que j'ai trouvé des moyens d'aider, d'admirer et de respecter, même en dépit de leur comportement passé abominable. Comprendre cela, mon ex me frappait souvent, me laissant généralement avec des côtes fracturées, des yeux au beurre noir, etc. Il me plaquait au sol en me tirant par les cheveux et me rouait de coups. Si j'essayais de m'enfuir, il m'attrapait par les jambes, me tirait en arrière et je subissais une violence encore pire. Quand je l'ai quitté, je ne l'ai pas contacté pendant environ 3 mois. Quand nous avons finalement parlé, il n'a même pas voulu admettre ce qu'il avait fait. Il ne s'est pas excusé. Il disait seulement « allons de l'avant »
et ne regardons pas en arrière. Je pense que ce genre de personne est absolument une cause perdue. Je me suis joint à un examen d'un patient isolé et il m'a lancé une tasse de pipi et de caca au visage lorsque nous avons ouvert la porte. J'ai essayé de rester objectif face à son expérience, mais je n'ai pu m'empêcher de penser « quel con ». Je travaille dans les services hospitaliers, donc il peut être difficile de me remettre en question parfois. Les individus avec un diagnostic de trouble de la personnalité, par exemple, peuvent faire des choses qui, prises isolément, vous font penser qu'ils agissent juste de manière capricieuse ou manipulatrice. Mais réfléchir aux expériences qui les ont amenés à réagir de cette façon dans une situation donnée peut m'aider à clarifier mon jugement et à trouver de la compassion. Plus difficile quand quelqu'un me mord ou me frappe avec l'une de nos fabuleuses tringles à rideaux anti-ligature détachables cependant. Je travaille avec des jeunes et des adolescents souffrant d'anxiété, de traumatisme et ou de dépression. Certains des enfants avec qui j'ai travaillé avaient des problèmes d'attachement assez graves. Malgré cela, je n'aurais jamais pensé devoir expliquer sérieusement. 1. Vous ne pouvez pas simplement acheter une camisole de force pour votre enfant. 2. Nourrir votre enfant avec des ramen ultra épicés chaque soir, à la place du repas que tout le monde mange, n'est pas spécifiquement défini comme de la maltraitance, mais vous devez comprendre l'abus émotionnel que cela engendre. 3. Votre enfant n'essaie pas de vous tuer parce qu'il se tient dans l'embrasure de votre porte la nuit en pleurant. C'est probablement parce qu'il a peur de ces cauchemars traumatisants, mais qu'il pense que vous allez juste lui crier dessus s'il vous réveille. Merci à tous pour vos questions et votre soutien. Ce cas a vraiment façonné mon approche thérapeutique et a souligné l'importance d'une communication saine entre parents et enfants. Ne laissez personne vous dire ce que vous ressentez ou pensez. Si quelqu'un vous dit « tu es en colère contre moi » ou quelque chose de similaire, demandez-vous si c'est vraiment le cas. Si vous n'êtes pas en colère, ne perdez pas une seconde de plus là-dessus. Beaucoup d'enfants ou de membres de la famille s'embourbent à essayer de justifier leurs propres actions selon la perception des autres. Et non, une camisole de force n'est pas une veste pour les orientations sexuelles. Mon Dieu, la troisième image est déchirante. Je vais aller serrer ma fille dans mes bras tout de suite. Sérieusement, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Fais-lui un câlin de ma part aussi. J'espère que cette famille a pu se remettre sur pied. Psychologue clinicien spécialisé principalement en criminologie ici. Cela signifie que mes clients sont généralement impliqués dans des procédures judiciaires, tribunal de la famille, tribunal pour mineurs, tribunal pénal, etc. Mon travail consiste généralement à évaluer ou à fournir un traitement. Je ne suis pas là pour juger, c'est le rôle des juges. Mais, bien sûr, j'ai mes opinions. Je suis souvent impressionné par les justifications que les gens trouvent pour excuser un comportement déplorable. Ce qui m'agace le plus, c'est quand des parents manipulent leur enfant contre l'autre parent. J'ai dû faire une thérapie pour une petite fille de 5 ans qui disait ne pas vouloir voir un de ses parents parce qu'il n'avait pas payé la pension alimentaire. Pardon? Quel enfant de 5 ans connaît, comprend ou a besoin de se soucier de la pension alimentaire? J'entendais mon père accuser ma mère de nous monter, mes frères et sœurs et moi. Contre lui, nous avions alors 14, 9 et 7 ans, sans jamais reconnaître que c'était lui qui nous faisait subir toutes sortes de mauvais traitements. Nous avons vécu 8 années de pure souffrance avec les assistants sociaux. Nous avons été malmenés par des services de protection de l'enfance, plus préoccupés par le bien de la famille que par notre bien-être. Je suis assez sensible à cet argument car il a été utilisé contre moi, mes frères et sœurs et ma mère. Eddie, je remarque que de nombreux enfants sont ou ont été dans ma situation. Les spécialistes ont essayé de nous étiqueter avec le SAP syndrome d'aliénation parentale, un syndrome très controversé qui n'est pas vraiment officiel, mais qui n'avait pas non plus été réfuté à l'époque. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.